le succès des Raptors de Toronto. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici Focus, un podcast quotidien qui traite de la business du sport. Et c'est parti. Je veux vous parler de la popularité des Raptors de Toronto, un petit tour d'horizon sur l'histoire de cette franchise-là, l'arrivée des deux équipes, les Grizzlies de Vancouver et les Raptors de Toronto en 1995. D'abord, quand on pense aux deux équipes, la NBA était dans un vrai mode d'expansion à l'échelle mondiale. Les Jeux olympiques de Barcelone, avec la Dream Team, avaient permis à David Stern de globaliser le brand et la marque de la NBA. Et une des conséquences, une des suites logiques, c'était d'augmenter le nombre d'équipes. Et c'est là qu'il a vu le Canada comme étant le prochain territoire à conquérir et il est allé avec deux équipes. L'équipe à Toronto, les Raptors, était originalement la propriété de John Bitove et de Alan Slate et un petit pourcentage à David Peterson, Isaiah Thomas, l'ancien joueur étoile des Pistons de Détroit. À Vancouver, c'était la famille Griffith et le dossier a été divisé en deux. Vancouver, évidemment, une franchise avec une énorme influence de la population ethnique et asiatique basée à Vancouver. Et en Chine, aux Philippines, au Japon et dans plusieurs des pays de l'Asie, on affectionne particulièrement le basketball. On avait de grands espoirs sur les Grizzlies de Vancouver. Je travaillais pour la NBA à l'époque. Je peux vous dire que c'était quand même quelque chose de vraiment incroyable que de voir deux équipes de la NBA arriver en même temps au Canada. Les Raptors, on avait débattu longtemps le choix du nom. Et le film Jurassic Park, je pense, dans les années 93-94, avait connu une énorme influence. Puis soudainement, le terme Velociraptors est devenu Raptors. Puis on a décidé d'y aller avec une couleur un peu bleu-mauve et de nommer l'équipe Raptors pour générer beaucoup d'attention et beaucoup de notoriété et d'intérêt chez les plus jeunes. Ça a marché. Parce que si on regarde en 95-96, la première saison des Raptors, ben ça fait à peu près 23 ans de ça. Et Dieu sait qu'il y a un énorme bassin de joueurs de basketball dans les high schools, les écoles secondaires et au niveau universitaire et surtout dans la NCAA provenant de Toronto qui forcément ont eu une influence à un jeune âge de par l'arrivée des Raptors dans la NBA. L'expansion à ce moment-là coûtait 125 millions de dollars. Pour vous donner une idée de grandeur, les Raptors, selon Forbes, ont été évalués à 1,4 million de dollars. Je parle uniquement des Raptors, pas de Maple Leaf Sports Entertainment, uniquement des Raptors au mois de février dernier. Alors disons que ça a été un bon investissement. Les deux premières vedettes à l'époque, pour les Raptors, c'était Damon Stoudemire et pour les Grizzlies, c'était Bryant Reeves, qu'on surnommait Big Country. Dieu sait que les Grizzlies ont accumulé un nombre incroyable de mauvais choix qui leur a coûté très cher. D'abord, je pense au fait qu'ils n'ont pas repêché Kobe Bryant et ils avaient le choix avant les Lakers de Los Angeles. Ça, c'était le plus symbolique des choix qu'ils ont ratés et ça leur a coûté une franchise parce qu'en 2001, David Stern a décidé de relocaliser la franchise à Memphis et de déménager les Grizzlies de Vancouver pour devenir les Grizzlies de Memphis. Alors, ça en était fait déjà de l'équipe de la NBA à Vancouver qui, avouons-le, on doit assumer maintenant que c'était un échec. Ça n'a pas levé pour plusieurs raisons. Fiche très mauvaise sur le terrain, mauvais choix, mauvaise gestion et David Stern n'a pas été très patient avec ce sujet-là. À Toronto, cependant, on a eu Damon Stoudemire. Ça a été suivi pas longtemps après, par Vince Carter. Les Raptors ont bénéficié de l'arrivée du Air Canada Center en 1999. Maple Leafs Entertainment, Maple Leafs Gardens est devenu Maple Leaf Sports Entertainment. Ils ont acheté l'équipe de Bitove et Slate et ils ont englobé ça avec l'univers des Maple Leafs, des Marlies et tout le reste. Et aujourd'hui, ils ont un empire d'équipes de sport, peut-être une des plus performantes au monde entier. Mais Vince Carter a connu beaucoup d'années de succès. Chris Bosh par la suite. DeMar DeRozan, qui peut-être était le meilleur joueur des Raptors jusqu'à maintenant, il a été échangé aux Spurs l'année dernière. Et là, les Raptors, avec une meilleure fiche de la NBA, 17 victoires, 4 défaites, ils ont Kyle Lowry et Kawhi Leonard, deux des meilleurs joueurs de la Ligue à leur position respective. Alors, ce qui est arrivé à Toronto n'est pas arrivé à Vancouver. Mais ce qui est arrivé à Toronto, c'est que ça a pris quand même plusieurs années pour les Raptors à faire leur place dans l'univers
du sport à Toronto, dans l'environnement, dans le cœur des partisans, qui évidemment n'en avaient que pour les Maple Leafs. Et les Raptors ont souffert pendant plusieurs années avec 11 000, 12 000, 13 000 spectateurs avant d'arriver au point où ils sont troisième dans la NBA cette année avec 19 810 spectateurs en moyenne par match. 100% de capacité. Les Raptors sont une des meilleures franchises de la Ligue. Ils ont eu plusieurs directeurs, gérants et présidents, mais M. Usuri, qui est là aujourd'hui, a fait preuve de beaucoup de diligence et de doigté dans ses choix, y compris remercier Dwayne Casey, l'entraîneur de l'année dans la NBA l'an passé, et il a été remercié par les Raptors à la fin de la saison. Mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est encore une fois de la progression, et les Raptors s'approchent de plus en plus vers le titre de la NBA. Ils sont en tout cas cette année des aspirants sérieux au championnat de la NBA. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin. Une chose qui est claire, c'est que Toronto est devenu un point central, un château fort de basketball en Amérique du Nord grâce à l'arrivée des Raptors en 1995-96. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast sur SoundCloud, YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.